Non, allez, du don. Oui. Ça commence? Alors, messieurs, dames, bonjour tout le monde, mes amis ici présents. Le café culturel d'Alaron a le plaisir et la joie aussi de recevoir aujourd'hui une grande dame, Aïcha Bouabbassi. Elle nous vient de Saïda l'heureuse, et on est heureux. La semaine passée, on avait Mioud Bouazza, un grand monsieur, un grand militant syndicaliste de Saïda. Et aujourd'hui, toujours Saïda, n'est-ce pas, avec cette grande dame que voici. Elle vient présenter son livre, Les secrets de la cigogne, édition Papyrus. Je vais commencer par introduire l'événement, par présenter notre invitée. J'essaierai de résumer parce qu'elle a un parcours exceptionnel. Elle a beaucoup produit, elle a beaucoup écrit, elle a beaucoup donné à l'Algérie et même à l'humanité, pourquoi pas. J'essaierai de résumer et c'est à elle de compléter si possible. Et après, j'essaierai de mener une sorte d'échange, 4 grandes thématiques, 4 grandes questions. J'espère qu'elles seront les questions intelligentes. Si elles ne sont pas intelligentes, la réponse à la réponse absolument. Et à partir de là, le débat, l'échange sera ouvert. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Alors, Aïcha Bouabbassi, comment la présenter? C'est une grande dame d'abord, d'une douceur, d'une générosité, d'une intelligence rare aussi. C'est une universitaire, chercheur, poétesse, romancière. Elle est native de Saïda, les hauts plateaux, et à droite. Elle a fait des études entre Algérie, France, Allemagne, n'est-ce pas? Elle a fait des études en philosophie, art, lettres, en droit. Elle a occupé des postes comme professeur, inspectrice principale. Oui. Et aussi, elle a animé des ateliers d'écriture, elle a dirigé aussi des séminaires. Quoi dire d'autre? Elle a été, une pointure. Ouais, elle a été fondatrice du café littéraire entre 2013 et 2015 à Saïda, n'est-ce pas? Elle a fait des ateliers au théâtre aussi, le théâtre. Elle est lectrice et chargée des cours auprès d'universités allemandes, Heidelberg, Jason, Elle est élevée en mars 2006 au grade de chevalier des arts et des lettres, n'est-ce pas? Elle est membre du Parlement des écrivains francophones, écrivaines. Voilà, poétesse, poétesse. De Jean Sénac, de Thibouchi, de Sahaba. De la première, Oui. Association des écrivains. On peut pas la résumer. Elle a édité des livres, entre autres, le premier de moi je l'ai pas.
C'était des recueils de poésie. Oui, voilà. Non, j'ai écrit, hein, je promets, je suis bon élève. Poésie, recueil de nouvelles, l'aube est née sur nos lèvres, c'est beau, hein? Poème est né en 85, la lumière du désert, français, allemand, l'immigration en allemand, le désordre humain compté à mon petit-fils français, Casbah et allemand, traduit, oui. En espagnol et en italien. Oui. Et Laissez sur voilà, l'inénarrable, oui, sur Fatma Soumel, c'est-à-dire. L'histoire de ma vie. L'histoire de De toute façon, vous avez fait beaucoup de choses. Et vous n'avez pas fait n'importe comment. Ce sont des choses intelligentes, douces et exceptionnelles. Vraiment. Oui. Et ce roman, Aïcha Bouabassi, Les secrets de la cigogne, et elle a commencé à le rédiger. Et là, on commence la deuxième partie de notre rencontre, c'est-à-dire on va parler de ce... Elle a commencé à le rédiger en pleine période de folie 1997. L'Algérie à l'époque. Et elle a commencé à le rédiger, je ne sais pas si auparavant elle avait... Je l'avais écrit même, voilà. 2 mois à Saïda. Elle a commencé à l'écrire en 1997. Elle n'a jamais cessé d'aller devenir telle la cigogne. Elle revient toujours au bercail. L'Algérie, elle a chevillé à l'âme, n'est-ce pas? Saïda. À ma vie. Voilà. Ouais. Et je tenais à dire ça. Tout ce parcours, c'est être exceptionnel et c'est la première fois qu'on l'invite à Oran. Ah bah oui, Je ne pas que c'est insolite. Je disais que j'avais connu Oran parce que ma sœur aînée y habitait depuis bien longtemps avant l'indépendance, que je venais passer les vacances chez elle et que j'ai fait mes études à l'école normale avant l'indépendance, à l'école normale d'institutrice d'Ecmul. Et j'y suis restée jusqu'en 64. On n'a pas commencé. Ah, ça va venir. Non, alors, il y a tellement de choses à dire. Hein. D'accord. Oui, Il y a questions. Ça va venir. Alors, les secrets de la cigogne, elle les a commencés en 1997. L'Algérie, elle était en sang et en feu. Et ma première question est la suivante. Et ça, je vais vous laisser parler. Page 17. Page 17, comment elle a commencé à écrire. Alors l'Algérie, elle est en sang et en feu. Les volets, elle commence à écrire son... Les volets persiennes de la maison de Dar el-Baïda sont clos depuis le matin. Comme d'habitude, le ménage a été fait très tôt et ils sont bons la fraîcheur du mélange à l'eau de Javel. Il ne me reste plus qu'à m'installer dans le séjour où m'attendent depuis la veille sur la table en acajou, les feuillets transparents qui portent, agiles et vacillants, ma vieille histoire, celle de ma famille, de mes amis et de mes voisins, celle de mon enfance et de mon adolescence en un quartier singulier de cette ville qui reste humble, accueillante et toujours paisible. Cette petite ville garnison dans les casernes ont toujours un sein le berceau de mon enfance. La maison Selva, posée comme dans un écrin dans la verdure des jardins et des vergers, vie de l'après-guerre en Algérie, dans une petite localité, comme on dit, sud-ouest. Vous avez écrit votre roman, une autobiographie, en 1997, une période instable où la folie des hommes a pris le dessus. Face à cet effondrement, vous nettoyez, vous javelisez autour de vous, en vous, et commencez à écrire pour ne pas oublier, pour sauver ce qui reste des meubles, pour vous protéger peut-être dans le cocon, pour dire que l'Algérie n'est pas celle-ci, mon Algérie est ce que je vais vous raconter. Allez-y.
Quoi dire de plus? En tout cas, merci madame. Oui, je voulais raconter, oui, je suis encore émue parce qu'elle me rappelle de notre maison à Dabaïda qui n'est plus. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont plus. Les bonnes comme les mauvaises ne sont plus. C'est une autre période, une autre vie. Je voulais surtout, parce que quand on me racontait des souvenirs d'enfance, je me disais, tiens, mais c'est pas la mienne. La mienne, c'est différent de la mienne. Me raconter ancienne vie en Kabylie, en naissance, en Kabylie ou ailleurs dans une autre région d'Algérie. Moi, j'ai pas vécu ça. Et même ceux, les gens de Saïda. Et moi, j'ai pas vécu comme ça. J'ai vécu une période vraiment exceptionnelle. D'abord, le quartier est exceptionnel. J'étais juste à la sortie de Saïda. La sortie, même pas la sortie à la caserne. La caserne, elle fermait la ville. Et puis, cette grande route, c'était une très grande route, qui menait au cimetière européen. Et de la caserne au cimetière, il y avait des maisons traditionnelles, comme des villas d'Européens. On était mélangés. Il n'y avait aucune barrière, rien, l'une à côté de l'autre. On disait bonjour dans toutes les langues, on se dit bonsoir dans toutes les langues, on jouait ensemble, on parlait français dehors, parce qu'on était mélangés, c'était la langue de la majorité. Mais on comprenait l'espagnol parce qu'on avait des amis, des voisins espagnols. Les Espagnols parlaient l'arabe, mais l'arabe du terroir, hein, l'arabe du jbel, tout ça. C'était vraiment les mots qu'on ne parlait pas, nous, qu'on ne disait pas. C'était vraiment exceptionnel. Et ce cimetière européen, ce n'était pas un cimetière musulman, mais il était chez nous aussi. Alors on se promenait, nous les enfants, de bout en bout. Et moi, je m'amusais à lire les pierres tombales. Et donc, je connaissais toutes les familles de Saïda par la pierre tombale. Si mon meilleur souvenir, tendresse, etc. J'emmagasinais tout. Et ces tombes-là, c'était deux femmes. Pour moi, quelqu'un d'ailleurs m'a dit, mais tu en as des tantes. Ce n'étaient pas mes tantes maternelles. C'était Khati, Lana, Khati, Hima, Khati, toutes les voisines. Et celles qui ont quitté le voisinage et qui habitaient en dehors de mon quartier, mais elles revenaient, comme Khati Hilima, qui est très connue à Saïda par son fils, qui était maître nageur, et qui était un maître nageur exceptionnel à la piscine, qui faisait des prouesses. Tout le monde, tous les Français, les légionnaires étaient en admiration devant lui. C'était quelqu'un. Khati Hilima venait nettoyer les tombes du cimetière. Elle avait des familles, chaque famille avait il y avait d'autres femmes, et c'était elle, notre Khati, vraiment exceptionnelle. Elle venait faire les tombes, on la voyait de loin, elle avait toujours des grands noms. On courait vers elle, les petits Algériens français, tous, on courait vers elle, elle mettait ça même dans le Jérôme Aboul, ils sortaient de ça chez nous, et elle nous disait, voilà, et on l'aidait quelquefois dans la tombe, on allait chercher de l'eau à la fontaine, il y avait des fontaines dans le cimetière. Et après, quand elle terminait, elle venait manger chez l'une ou chez l'autre. Nous habitions une très grande cour dans c'était le Hauch. C'était vraiment le Hauch avec la grande écoute, le bassin, les toilettes communes, et puis chaque petit appartement, c'était des petits appartements, très petits appartements même, donc qui ouvraient leurs portes sur la cour. Et il y avait le rideau, on ne fermait pas les portes, il y avait un rideau qui fermait l'appartement. Donc elle venait chez l'une ou chez l'autre pour déjeuner. Et s'il y avait une corvée de l'une ou de l'autre, la lessive, etc., elle s'y mettait, elle avait le linge ensemble, elle avait de la laine, elle avait tout ensemble, vraiment une seule famille. C'est un souvenir tellement fort et tellement puissant parce qu'on ne retrouve pas du tout maintenant ces sentiments. Donc, Khati Hilima, celle-là, il y avait une autre Khati Hilima, Khati Aïcha, dont je portais le prénom. Khati Aïcha, elle avait une fille qui s'appelait Yamina, Yamina du nom de ma mère. Alors, je disais que le prénom, c'était des choses communes. Tout était commun. L'affection, comme la tradition, comme le souvenir, tout était commun. Et puis avec les Français, c'était la même chose. Avec l'espagnol Carmen, Madame Jacquel,
Elle venait d'Espagne, mais elle avait épousé un Alsacien. Les cigognes sont alsaciennes, mais M. Jacquet était alsacien aussi, un ancien légionnaire. Il y avait beaucoup d'Alsaciens dans la Légion étrangère. Donc, et c'était lui le gardien du cimetière. Donc, elle était notre grand-mère à tous, elle ne faisait pas de. On l'appelait Mémé Jacquel, et c'était magnifique. Enfin, mais nous gardions nos traditions. Nous étions musulmans. Moi, je parlais le français à l'extérieur avec les enfants. L'arabe, c'était la langue de l'intérieur. C'était la langue maternelle. C'était très distinct. C'était le vivre ensemble. Oui, c'était Avec sans ambiguïté. diversité, oui. Sans ambiguïté. Alors, nos traditions, elles étaient vivaces. Hein, le Ramadan, comment je le raconte, d'ailleurs je le raconte avec force détail. Ramadan, Sidna, le Mouloud Sidna, on l'appelait Sidna, hein, la fête du Mouloud de Nabawi. Oh, c'était quelque chose de magnifique. Donc je racontais tout ça et c'est resté vivant et puis je l'ai transporté dans mes enfants. J'ai beaucoup voyagé dans le cadre de la diplomatie, donc on était à l'étranger, mais Sidna, c'était Sidna, jusqu'à pour les enfants, pour y mettre le truc. Jusqu'à présent, je le fais pour mes petits-enfants qui sont les uns en Égypte, les autres en Allemagne. Je fais le petit sac, je le remplis, même s'ils ne le reçoivent pas sur le moment, il est là. C'était la tradition qui est respectée. Je suis restée très traditionnaliste malgré mes voyages, malgré tout ce que j'ai vu, et attachée à mon pays, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me retiennent dans ce pays. Question 2. Je vais vous lire toujours une poésie, page 43 si vous voulez suivre. Le poème s'intitule Yamina. Yamina la maman, mais Yamina la fille. J'ai appelé ma fille Yamina. C'est beau ça. Écoutez, c'est très beau. Yamina, tu es ma mère et tu es ma fille, Yamina. Aux grands yeux impétueux, tu m'as vu naître, ma mère, et je t'ai vu naître, ma fille, Yamina. Où la splendeur d'être mère, joie insatiable qui me fait répéter ton nom, au rythme éternel du temps. Nostalgie latente, qui me fait désirer ta présence pour donner sa raison d'être à chaque instant de ma vie. Communion inégalable, où le cœur se brise à force de vivre. Dans tes yeux, fontaine de candeur, je noie joyeusement l'amertume. Cette noire intruse, tes scintillants sourires sont les aiguilles de ma boussole certitude. J'irai droit devant toujours, avec toi mon amour, pour récolter sur les chemins méconnus les fruits de la sérénité. Dans les jardins désertés, nous chanterons avec les oiseaux rescapés l'hymne incompris de la générosité, et les fleurs nous caresseront de leur robe subtile pour nous dire leur unanimité. Avec le vent, nous frémirons allègrement pour saluer de chaque fibre de notre cœur chaque fil de la trame d'une nouvelle vie, une vie neuve et vraie pour toi, avec toi, Yamina, le cœur de vivre. C'est 1970. C'est bien. Alors ma question est la suivante. Oui. Le monde féminin est omniprésent dans votre autobiographie. C'est l'aïeul, la grand-mère, la mère, la fille, l'amie, la voisine, celle qui nourrit, qui protège, qui élève, qui donne sans compter dans un monde très comptable. Racontez-nous cette Algérie sauvée debout grâce à ses braves. Et essayez de raconter comme vous voulez. Moi, c'est juste pour vous. Oui, je suis la fille de ma mère. Ma mère, oui, oui. Commencer par votre père. Ça va venir. Pour une forme de chronologie, si vous voulez. Le père biologique ou la adoptif? Il y a le père biologique, celui qui a été déporté à Cayenne.
C'est pas mon père. Alex, c'est adopté. Adoptif. Ça va bien. Mais c'est mon père. Bonjour. Le seul que j'ai connu. Ah oui, j'ai vécu dans un monde de femmes. Mais j'ai vécu aussi dans un monde d'hommes que je n'ai pas connu. Ma mère est la fille d'un grand poète du Maghreb. C'est ça, c'est de là le secret aussi. شكون هو مدام؟ Adda. Il s'appelle Adda. Sinon, il est de Aïn el-Nouissi. Ah oui. Ah oui, de Aïn el-Nouissi. De Mostagana. Mostagassi, c'est pour ça. Oui, Donc votre mère est de Mostar. ma mère, elle est de Saïda. Son père. Mostagana, de Aïn el-Nouissi. De Aïn el-Nouissi. Oui, Adda, pourquoi il était arrivé à Saïda? Parce qu'il était dans l'armée. Non, ça c'est toujours l'armée. Mon père biologique était dans l'armée aussi. Votre épouse, officier. Sous-officier. Et mon grand-père maternel avait encodé des casernes, il y avait des casernes, et il y avait une grande ferme qu'il avait en gérance. Et donc c'est comme ça qu'il a dû connaître le papa de ma mère, qui était militaire, et c'est comme ça qu'il s'est marié avec elle, mais tout le temps dans les... ailleurs, hein, il était envoyé ailleurs. Et quand elle est née, ma maman, Yamina, c'est comme ça que j'ai écrit. Il a chanté, Yamina. Il avait plein de poèmes que ma mère connaissait, mais qu'elle refusait de donner. Elle m'en a donné un seul que j'ai traduit d'ailleurs. Elle refusait, elle avait bouclé tout son passé. Dites-moi, s'il vous plaît, Pardon. c'est pas lui qui a écrit le poème هذا اليوم سعيد مبارك كيف لقيت فيا يمينة؟ Mon grand-père n'avait pas publié, non. Ma mère l'a gardé pour elle. Laissez-la dériver. Elle a beaucoup de choses à dire. Elle avait fermé tout. Que ce soit du côté de mon père, du côté de son père, elle avait fermé. Parce qu'elle a vécu, elle a eu une vie quand même extraordinaire. D'abord, quand elle était enfant, elle était la reine. C'était une ferme, donc j'avais en gérance mon grand-père, une immense ferme. Et il était extrêmement généreux, donc ils ont vécu dans l'opulence. Ça, c'était son enfance. Après, elle a été mariée très jeune, comme toutes les femmes de l'époque, avec un militaire. Il venait d'Ersesna. Qu'est-ce qui m'a parlé d'Ersesna? C'était Sidi Youssef. C'est pas l'Ersesna, c'est Sidi Youssef. Qui était connu comme un grand shérif, un grand saint. Il était chamboulé pour elle. D'abord, on me racontait quand elle allait voir sa belle famille, elle ne se plaisait pas. C'était Saïda, la ferme et tout, l'opulence et tout. Et après, donc, quand elle s'est mariée, mon père était toujours en garnison, quelque part. Elle se retrouvait seule. Elle s'était mariée très tôt. Il y avait des enfants. Elle vous a aidé toutes. Elle nous a aidés. Enfin, moi, non. Moi, je suis née à la fin. Elle était même venue habiter à Ekmul parce que mon père avait été muté à Ekmul. Après, il était parti en guerre. Il avait fait Verdun, il avait fait plein de choses. Elle était avec les enfants à Ekmul. Où elle a perdu un enfant même. Donc, c'est pour ça qu'elle l'a fermé, elle a verrouillé tous ses souvenirs. Elle a fait l'Indochine. Non, c'est pas lui qui a fait l'Indochine. Non, c'est pas lui. Et c'était. Je comprends. Alors, j'avais vu les médailles qu'il avait de la France et tout. Elle a tout balancé après. Il n'y avait rien. Il y avait une petite valise en carton. Quand elle avait besoin d'un document pour sa pension, donc elle l'ouvrait, puis je lisais un peu ce qu'elle cherchait comme document. Et après, la valise en carton et tout son contenu sont partis. Il n'y avait plus rien. Vous voulez effacer son conseil? Oui, je pense. Elle était hyper intelligente, ma mère, et elle parlait en vers. En vers et en images. Elle tenait ça de son père. Elle tenait ça de son père. Moi, j'ai tenu ça de ma mère aussi.
Elle parlait en images et en trucs. On voyait tout. Elle était extrêmement intelligente, extrêmement sensible. Donc, tout ce que je possède me vient oui, me vient de ma mère, me vient de ce grand-père que je n'ai pas connu, qui s'appelait Edda. Et il a beaucoup écrit. Et puis il avait écrit ce poème sur Yamina. Pour elle. Quand il est né, il était au loin. Il n'était pas, donc il avait écrit aussi ce poème. C'était un homme extraordinaire. Et ma sœur, qui n'a connu aucun grand-père, aucune grand-mère, c'était le désert. Et elle m'a dit qu'il était extrêmement beau, grand et très beau. Et tous étaient beaux. Hein. Ma mère était très belle. Sa mère, qui est morte très jeune à 20 ans, vous voyez, elle était très belle aussi. Elle me disait qu'elle avait des cheveux qu'elle nouait sur le dos de son orteil quand elle a pris l'orteil. Elle est morte à 22 ans. À 22 ans comme ça. Une femme extrêmement belle. Oui, et elle me disait quand le jour de son enterrement, tout le monde était Torquilla, oui. C'était Torquilla. C'était Torquilla. On l'appelait Torquilla. Fallait qu'il voulait faire un gros zine. عندها زين. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait zine. La Torquilla. Et moi, Saada, le mari de Saada, c'était Saïd. Saïd et Saada, c'était des choses magnifiques. Oui, garantie. Et ma mère me disait que dans le voisinage, il y avait des couples comme ça. Il y avait José, Josefa, Juan et Juana. Voilà, c'était il y avait Saïd et Saada. Et Saïd était magnifique. Saïd était extraordinaire. Ça, vous avez leur gêne. J'espère, ah oui. J'espère parce qu'ils ont vécu et leur personnalité était très riche. Alors, Saïd conduisait le grand fermier dont il gérait une des fermes, qui est très riche, il s'appelait Vidal, qui est affilié à une famille d'Alger, Messonnier. Qui ne connaît pas Messonnier, le quartier Messonnier. Alors je ne sais pas si c'est de la même famille, si c'est des homonymes. J'ai cherché, je sais que la fille de Vidal était mariée à un Messonnier d'Alger. Et mon père avait conduit M. Vidal à Alger pour la première fois, dans leur calèche, dans une calèche. Alors quand il est revenu, vers là, c'est Saïd qui دايره الجزائر. الجزائر تفدوا راسكم قطع الشاشيه. Parce qu'il regardait, oui, alors ça n'existe pas à Saïda. C'est une image. Voilà. Alors du côté masculin ou féminin, j'en ai à dire. Alors du côté de ses tantes, alors je raconte l'histoire de la tombe. Non, vous l'avez lu peut-être. Badara qui était enterré, parce qu'on était un territoire de Rouel, de Sofran, d'Or, de Moguerès. Il n'y avait que ça dans les histoires d'enfants. Le rôle où les qui a été assassiné. Tout ça. Ça, c'était notre. Elle était partie. Naouye, c'était une femme très courageuse, une tante de la tante de ma mère, une grande tante. Donc, avec de la force, elle avait une fille, Badra, qui est morte très jeune. Donc, elle est allée la voir. Elle allait la voir tous les jours parce que c'était une fille très chère. Et un jour, on a fait في المغرب. Moi, j'y crois. Elle a inventé un système. J'ai cru toute ma vie d'enfant. J'ai cru. Partout Alors, elle a jeté son panier avec le pain qu'elle a porté là. Elle est plus. Voilà, une façon de ne plus repartir. Voilà. Parce qu'elle. Voilà. C'est quelque chose d'exceptionnel que j'ai vu. Question 3. Voilà. Votre roman est sensuel, dans le sens où tous les sens sont conviés. Les réminiscences sont drapées d'odeurs, de saveurs, de couleurs.
Vous parlez du Ramadan, de l'Eid, du Hammam, des moments de rencontre, de liens entre générations, entre vous et vos lecteurs aussi. Le grioche, le Ah macaron, oui, le tout, j'ai tout cité. Ah, mais vraiment, hein, on est pris dans un... Ouais, c'est-à-dire, si on ne se rappelle pas l'histoire, on va se rappeler l'essence, le goût. Ah oui. Et c'est une bonne façon de... Oui, oui. Et donc, il y a à Saïda une critique littéraire, tout le monde le connaît certainement, monsieur Mahmoud Ahmed. Donc, je ne me doutais pas qu'il allait lire mon livre, mais il l'a lu et donc il était J'ai partagé ça. Il était enthousiaste parce qu'il a cité dans son analyse tout ce que je disais parce que c'était quelque chose de nouveau pour certains, pas pour nous qui avions vécu cette période, mais pour tous ceux qui venaient, tout ça, ce vocabulaire relatif donc, au goût, à la nourriture, à tout. Donc c'était nouveau. Au bain, j'ai décrit par le détail le bain. Ma mère, elle était amoureuse du bain, elle allait 2 fois par semaine. Moi, j'y allais que le jeudi parce qu'il y avait de la place. Le jeudi, je nous a amené le jeudi. Alors, ce jeudi, bon, il y avait des choses que j'aimais, des choses que je n'aimais pas. Parmi les choses que je n'aimais pas, c'est quand votre maman n'arrive pas là. Les cheveux, j'avais des cheveux très longs. Il faut rien dire, hein, parce que c'est faire. Ah oui, il faut laisser. Et après, il y a des bonnes choses. Elle prenait des oranges avec elle. Oui, elle épluchait, elle donnait aux dames qui partageaient le bassin. Le pain, le gazon. Il y avait surtout Khati Zeynabou, c'est une dame noire. Je crois que on l'adorait, le Khati Zeynabou. Et il y a ces femmes qui le Khati Zeynabou. Le Khati Zeynabou, c'est des choses qui n'existent plus. Wow, Lumano m'a fait revenir à mon enfance. Oui, merci madame. Franchement, j'ai vécu tout ça. Oui. Et dans beaucoup de gens ont réagi, ils ont vécu la même chose. Quatrième et dernière phrase. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur? J'ai trop parlé? Non. Au contraire. La dernière question, et je laisserai. Le roman de Aïcha Bouabbassi, c'est-à-dire il parle de grioche, de macron, d'odeur, mais il est éminemment philosophique. Il a une philosophie du détail, du quotidien. Je vais lire un passage. Il est aussi politique avec un grand P. Vous permettez ici, je lis juste des... Je vous en prie. Voilà. Page 13, déjà philosophique. Elle dit, est-ce que l'époque que j'ai connue et vécue intensément doit s'arrêter à moi et à mes contemporains dans ce territoire qui appartenait à la France? Est-ce qu'elle n'appartenait qu'à nous et devait s'arrêter à nous comme si ceux qui descendaient de nous n'avaient droit qu'à la leçon de leur temps? Le présent qu'ils vivent n'était-il pas pourtant notre avenir à nous qui les avions précédés sur le rythme et dans les sonorités qui n'en prévoient pas du tout, ils ont du mal à l'imaginer? Parce que cette descendance n'appartient pas seulement aux frontières qui enferment l'Algérie, elle est éparpillée sur les rives de la Méditerranée et ailleurs. Votre imaginaire me rappelle à ces personnes le déracinement de leur part. Voilà. C'est vraiment. Il y a une philosophie. Il y a aussi, il est politique, page 292, vers la fin. Vous parlez de cette Algérie. Mon père, devant tant d'arrogance, n'avait pas tardé à se replier sitôt la célébration de l'indépendance. Le règne de la désillusion avait commencé moi-même, 4 ans ou 5 ans après, dans un long poème prophétique, Milyoun Shahid,
Coupé par le refrain pleure où mon cœur rongé de vide, j'avais réprouvé ces dérives, on invoque le martyre des victimes de cette guerre de libération, la damnation des vivants. Dans ces déviateurs sont les fossoyeurs en criant avec une certitude indignante au nom du peuple meurtri. C'est vous qui nous avez enseigné l'homicide. Nous n'étions pas faits pour être tués. Ça, c'est mon père, donc, qui avait fait Cayenne. Après Cayenne, j'ai fait des recherches il n'y a pas très longtemps au centre des archives d'Aix-en-Provence. J'ai des amis à Cayenne qui habitent Kourou et tout ça, mais ils ont dit qu'ils ne trouvaient pas d'archives sur mon père. Ça m'a étonné. Alors j'ai écrit au centre d'archives d'Aix-en-Provence et ils les ont trouvés. C'est plus riche en archives. Il y avait mon père, son frère et leurs deux cousins. Et les cousins étaient morts à Cayenne. Ils ont été réhabilités en 1935. Ils étaient partis en 1920. Donc ils ont passé 15 ans dans ce ban, c'était un peu affreux, oui, alors qu'ils n'avaient rien commis. En 1935, ils ont commencé leur réhabilitation. Ils n'avaient rien fait. Le devoir, un crime a été commis, ils les ont envoyés tous les quatre. C'était leur manière de faire aux Français. Tous les quatre, ils les ont envoyés. Et donc il est rentré, comme il avait pendant sa liberté de surveiller, ils allaient les libérer. Donc il avait une petite épicerie là-bas. Donc il a ouvert une petite épicerie à Saïda. Et après, donc il a commencé PPA, MPLD, tout ça. Il avait cette rage au cœur dont il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé de. Juste quand je lui avais dit pour Papillon, j'ai dit regarde, papa, il a raconté son histoire. Alors je lui lisais quelques passages en arabe. Il me faisait ça. La hasara zama ce qu'ils ont vécu. C'est Papillon ne l'a pas vécu. Il n'a jamais rien dit. Après, donc, le 1er novembre, enfin, je ne sais pas si c'était le 1er novembre, je demande à mon frère parce qu'il a été, en même temps que mon père, il a toujours été à ses côtés pendant la Révolution. La Révolution, c'était en 1956 à Saïda. La première réunion, c'était dans l'arrière-boutique de l'épicerie. Comment ça s'est passé? Et ma maman, elle avait envoyé mes deux frères pour surveiller les abords. C'était un souvenir de moi. Voilà, donc il s'était lancé. Après, il était oublié, complètement oublié. Mais lui, quand sont rentrés un des responsables, je m'en souviens très bien, de Boujda et tout ça, qui voulaient commander, ils sont rentrés, ils voulaient commander, ils l'ont ignoré complètement. Et il appelait pour les réunions pour dire Flan, Jahel, non. Après, là, il est venu en colère un jour, moi je suis sorti du collège, je l'ai remplacé quand il avait une petite chose à faire comme ça. Il a dit, il n'a rien, il n'avait aucun papier, aucune pension, il a tout refusé. Tout vrai. Comme tous les grands. Il n'a rien. Et personne, tout le monde l'a oublié. Il se rappelle des petits sidérés, des petits trucs comme ça, ils font des remises de médailles, des machins. Ils n'ont jamais fait. Voilà. Ça, c'était un vrai Mougel. Un bel homme, très bel homme. C'est pas une médaille qui va casser son malheureux travail et son pas. Voilà, c'est vraiment. J'ai côtoyé ces Moujahidines. On m'a dit, mais tu étais une petite Moujahida. J'avais 14 ans. Je venais écrire, parce que lui, il n'écrivait pas en français. Il n'écrivait pas en français, il écrivait en arabe. Et donc, quand il recevait des messages du front, en français, puisque tout le monde écrivait en français, alors je lui traduisais et il me disait, voilà ce que tu vas écrire. Très jeune. Oui, c'est toi qui es très jeune traductrice. Oui. J'ai une petite question. Vous avez évoqué votre enfance. Ça, il est à côté d'un cimetière pour la communion avec les chrétiens. Oui. Je veux savoir, j'imagine, vous étiez Noël.
Maintenant, j'aimerais savoir, pendant la révolution, est-ce que c'était les mêmes rapports? Pendant la révolution, durant la révolution, Oui. est-ce que c'était les mêmes rapports avec le roi? C'était les mêmes rapports parce que alors il y avait un Espagnol, le fils du gardien du cimetière qui était un Alsacien, mais ils avaient adopté une petite Espagnole. Alors celui-là, tous les voisins avaient remarqué qu'avant une explosion, il sortait avant. Il tendait l'oreille et il y avait une explosion. Alors on en a conclu qu'il était de l'OAS. Mais eux savaient que mon père était de la Révolution. Parce qu'une fois, mon père a été arrêté. Il a été arrêté le matin parce que quelqu'un l'avait vendu. Il s'appelle Mohamed, c'est un commerçant, il s'appelle Mohamed, il est du côté de l'église. Or, dans ce quartier, il y en avait plusieurs que je connaissais, bien sûr, Mohamed, les épiciers, Mohamed. Quand il est passé devant le prêtre, là, devant le billard, mon père avait un métallique dans ces conditions. Il avait des lèvres fines, il avait un regard métallique, il a fixé longtemps, il lui a dit non, c'est pas lui. Alors le soir, à la tombée de la nuit, ils l'ont libéré. Mais tous les voisins français, dont les parents de ceux-là, ils étaient tous venus chez ma mère exprimer leur tristesse, et tous. Et donc, oui. Et il disait, ce Jeannot, là, un de ces jours, si Mohamed, on va lui mettre une bombe sur le truc. Il a vu ces rapports-là. Tout le monde savait que l'autre était dans le machin, mais personne ne faisait de mal à l'autre. Ça concerne le principe humain. C'était comme une grande famille. Enfin, juste pour continuer dans le sens de notre ami, enfin, il y avait un colon français, franchement, j'ai oublié le nom, mais il venait chez votre père payer sa cotisation au FLN. Oui. Un jour, il est venu, j'étais seule dans le magasin, parce que mon père était occupé à ce truc de Moudjahidine. Et il m'a dit, votre père, il est là, j'ai dit non, il va revenir, quoi. C'était un homme d'une trentaine, 35 années, un copain. Alors après, il n'a pas pu attendre, il m'a dit, dites que monsieur Pellegrin, il peut payer sa cotisation. Alors là, ça m'a étonné, mais je ne savais pas qu'il y avait des Français dans la Révolution. Ils sont nombreux. Merci. Plus nationalistes que nous. Oui, certains. Oui, certains. Oui, madame. سامحي لي اولا اشكر السيده على حسن استقبالها لنا. نورت وقرار البرنامج السعيده يعني فتره قصيره جدا. الحاجه اللي خلتني يعني كما تيغي لاتونسيون انك محافظه على الهويه الجزائريه. يعني الهويه الجزائريه واسمحي لي انا محافظه على هويتي المصريه الجزائريه بما انني امثل الدولتين. ما فيش مشكله، ودي حاجه مهمه جدا اللي احنا افتقدناها في الجيل الجديد. يعني واحد يروح يعيش في فرنسا مثلا سنه سنتين يقول لك لا خلاص انا مش جزائري او انا مش مصري او انا مش كذا كذا. النقطه دي مهمه جدا، ودي حاجه يعني لازم نشتغل عليها وننميها في الجيل الجديد. ثانيا حاجه جديده هي الروح البساطه وروح يعني انت حضرتك بتحكي واحنا بنتخيل الوقت ده، وده حاجه مهمه جدا عشان تكون روائي. انا لست روائيه ولكن ما عنديش الموهبه دي، لكن هنا انا عشت معاكي، رحت سعيده، رحت كذا، شفت والد حضرتك، شفت مامة حضرتك، شفت انا بحب الجريوش كتير بس انا عاشقه للكعك. Comment ça se fait que vous n'avez pas parlé de CAC? La fiche de... يعني أنا بحب البساطة وبحب الواحد يوصل المعلومة بطريقة بفراز تري سامبل بإحساس. أهم حاجة إحساسك وصولك. أشكرك جدا حبيبتي، أشكرك جدا. أنا كنت عم بروح في مصر عندي بنتها جامعة مصري أي مدام الدول كانت بتحكي له. على كل حال حبيبتي إحنا
ما فيش حدود، ما فيش جنسيات، احنا كلنا عرب. الحمد لله. الحمد لله. Oui, une autre question? Si Je vous voudrais n'avez pas de question, peut-être moi j'en ai besoin. je voudrais peut-être dire quelque chose, je ne sais pas si c'est une question. À travers la présentation qu'a faite Salima, et à travers ce que j'ai lu de vous, je me dis, Aïcha, cette fille de Saïda, qui est devenue lettrée, qui est devenue une novelliste, une romancière, une poétesse et une essayiste. Oui, À souligner, Ah oui, important. ah oui, c'est très important. Alors, cette Aïcha dans la culture, dans notre culture, ce n'est pas réellement Aïcha اللي أذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خذوا دينكم من تلك الحميرة, en parlant de son épouse Aïcha. Donc la transmission. Vous êtes une femme de transmission. Est-ce que c'est Aïcha que Alloula Abdelkader a mis en scène au théâtre في الخبزة Aïcha et Zitoun Aïcha? Est-ce que c'est Aïcha qui n'a pas voulu écouter Khalid? Est-ce que c'est Aïcha qui a été chantée par le poète? كلهم سموك عايشة وانا بقرعتي سميتك عايشة. Mais il y a une Aïcha qui manque. C'est la Aïcha qui a chanté Ali Kahlaoui, Allah yahmah. على عائشة ما تاع كي était un chanteur comique. على عائشة ما نتعشى ما جيناش. علي كحلاوي ما نتعشى bon c'était un. Il y a aussi Aïcha au Bendo. على عائشة ما نرشى. Bon, il y a aussi ma petite fille Aïcha, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Mais en même temps, vous êtes toutes ces Aïcha. Vous êtes celle qui transmet le savoir. Vous êtes la rebelle. Vous êtes poétesse et probablement chantée par les poètes. Mais surtout, vous êtes une lumière dans une société qui a connu tellement de soubresauts à travers son histoire. Votre histoire exprime ce qu'a connu la société algérienne. Alors, je reste dans le domaine de la culture. Quel regard portez-vous sur cette génération d'écrivains, de poètes qui émergent et qui nous enchantent en réalité? Voilà, c'était ma question. Moi, je suis très sévère pour ce qui est de l'écriture et tout ça, parce que j'ai été formée à une école spéciale. J'ai connu le livre par mon frère. Il est âgé de 3 ans de plus que moi, il allait à l'école. Il adorait les livres. Il adorait les livres. Il ramenait avec une valise que ma mère, quand elle était en colère, lui jetait. Il n'était pas très assidu à l'école, il n'est pas remettre. Il lisait, il oubliait même de manger. Il lisait avec sa fourchette à côté. Il lisait beaucoup, il m'a transmis ce goût de la lecture. Moi, je lisais avant d'entrer à l'école, je savais lire, je
savais plein de choses, et donc je lisais énormément. Je n'ai lu, je ne sais pas quel est le doigt qui m'a guidé, mais je lisais que les grands noms, plus tard, quand j'ai lu, que les grands noms de la littérature universelle. J'ai tout lu de la littérature russe, la littérature française. Il manquait que la littérature arabe, que j'ai apprise plus tard, parce qu'on avait choisi d'étudier l'arabe pendant la colonisation. Vous avez dit que vous avez le choix entre l'arabe et l'anglais. C'était l'époque où on savait que nos parents se battaient pour eux. Donc on a choisi l'arabe. Donc j'ai appris le premier poète et poème à ce moment-là. Et je ne sais plus ce que je disais maintenant. Je parlais de... Non, vous parliez de votre frère. Oui, oui, la lecture, les livres. Donc Le regard sur la nouvelle génération. Oui, absolument, j'ai compris votre question. Et donc, comme on me dit, c'est un bon livre, ça ne veut pas dire que moi je me considère comme un auteur, un bon auteur. Non, ça n'a rien à voir avec moi. C'est mon regard, le regard que je porte sur cette écriture. Je suis très sévère. Parce que c'est pas ce que. C'est pas ça l'écriture type pour moi, c'est pas ça. Ici, les avis sont devenus très mous, je sais pas, très. Tout le monde trouve tout beau, tout magnifique. Tout ce qui est écrit est magnifique, tout ce qui est écrit. Et moi, quand je lis, je m'arrête pour voir si mon émotion est actionnée. Si mon émotion n'est pas actionnée, c'est que les mots ne sont pas parvenus à exprimer ce qu'ils voulaient exprimer. Elle est rarement actionnée, mon émotion. Je m'excuse, mais elle est rarement actionnée. Moi, je dois frémir, je dois vivre. Je ne dormais pas, je ne terminais pas mon nom. J'étais emportée, je lisais tout ce qu'elle a fait. Quand j'ai lu le premier livre de Yasmina Khadra, je lisais rien à vibrer, juste un petit paragraphe, 2 ou 3 lignes. Lequel? Ouais. Ah, là où la personne découvre son père assommé, il était ivre, complètement ivre sur la chose. Il y avait, là mon cœur réellement, voilà. Vous l'avez visualisé. Ah, oui, visualisé, ressenti. À part ça, rien. Pardon. Mais c'est pas son premier livre, Yasmina Khadra. Ah, d'accord. Je lisais quand il écrivait Morétori et tout ça. Voilà, moi, ça m'a branché. Oui, ça m'a branché. Moi aussi. Il a écrit de nombreux livres sous le school d'abord. C'est bien après. Il y a plein d'auteurs, femmes et hommes qui écrivent et tout ça. Je lis. C'est écrit peut-être en bon français. Mais ce n'est pas le français de l'écrivain. C'est pas de l'écrivain. La langue, c'est un outil pour l'écrivain. C'est un outil dans lequel il doit toute son âme, doit mettre toute son âme. Et si je vois que des mots plats, savants peut-être, mais plats, je ne bronche pas. Moi, je ne dis pas mon avis. Je n'achète pas beaucoup de livres. Je n'achète pas beaucoup de livres. Parfois, on m'en donne, je regarde, je lis. 4 phrases, 5 phrases, ça ne me branche pas. Je continue pas. C'est normal avec tout ce que vous savez. Mais il faut pour être écrivain, c'est que là, il se déclare écrivain. C'est l'exigence. Dès qu'ils ont écrit un livre, ils sont déjà écrivains. Moi, à mon époque, je ne disais jamais que j'étais écrivain. Je disais, je suis une écrivante, une truc ceci. Donc, on disait à l'époque qu'il fallait avoir écrit au moins 3 livres pour dire qu'on est écrivain. Maintenant, le premier livre, écrivain, romancier. Voilà. Je ne sais pas si je suis par exigeant. Peut-être un peu. Une autre question? Oui. Je fais ça, je fais bien. Oui, mais moi j'ai commencé à lire votre livre. Je suis presque à la page 62. Oui. Et là,
je ne vous cache pas, j'aime beaucoup lire les autobiographies des écrivains. D'ailleurs, quand vous parlez d'Yasmine Akhtar, pour moi, le meilleur livre, c'est l'écrivain. Quand il parlait de lui, c'est le bouquin qui m'a vraiment attiré. Concernant votre livre, je vois il y a beaucoup de détails sur vos EE. Comment vous avez pu avoir toutes ces informations-là? Est-ce que vous avez fait des recherches avant d'écrire ce livre? Ou bien ça s'est venu comme ça? Pour tout ce que j'ai écrit, De vos grands-parents, il y a des détails, vraiment des détails. ma maman, une conteuse, elle me racontait les histoires de ses parents et de sa famille comme si c'était des contes. C'est comme si c'était des contes. Et à force de le répéter, parce qu'elle est admirative de cette femme de dont je vous ai parlé, ou des trucs comme ça, elle répétait, mais moi je conservais ça. Elle était juste réticente pour dire ce qu'a écrit son père et tout. Voilà. Pour ça, parce que ça la remuait trop sans doute. Et tout ce qu'avait dit les dames, les trucs. C'est vrai qu'on me le dit que j'ai gardé tellement de souvenirs, j'ai une mémoire. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non. Il y avait aussi Et ça prouve que ça discutait énormément dans votre âge. Exactement parce qu'il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas. Ça discutait énormément. C'est comme ça qu'on On pensait. échangeait beaucoup. Et j'ai lu là le passage où vous doutez que votre maman n'était pas votre maman. Oh là. Vous étiez la fille de votre tante Fefa. Maintenant, oui, ma maman, elle avait une seule sœur qui s'appelait Fefa qui avait disparu. Je ne sais pas pourquoi elle avait disparu. Elle n'était plus à Saïda. Une seule fois, elle est revenue. Elle ressemblait à ma maman, mais ma maman était beaucoup plus belle. Ma maman était plus belle. Et après, ma soeur l'a retrouvée à Oran. Ma soeur habitait donc Oran et elle l'a retrouvée dans le Berre. Et après, on discutera. C'était sa tante, sa propre tante, la soeur de sa mère, qui habitait à Oran. Et donc, on allait chez elle. C'était une dame extrêmement intéressante. Elle aimait les chiens. Elle aimait les chiens et elle avait une intelligence. Elle était originale, elle était très originale. Tout son langage était imagé. D'ailleurs, elle aussi, elle avait un langage imagé. Et elle habitait sur la terrasse, un petit appartement, et elle avait une sorte de chenille, mais c'était propre, d'une propreté extraordinaire, avec plein de petits chiens. Et elle disait toujours que les chiens, c'était mieux que les humains. C'est pas mieux que les êtres humains. Ils sont plus fidèles. Elle a toujours dit, elle nourrissait, elle était très, très, très généreuse envers eux. Oui, et puis, une année où ma maman était à la Mecque avec mon père, elle est tombée malade. Je suis allée la voir à ma grande sœur, et puis elle n'a pas tardé à mourir. Et alors, elle était morte. Elle mariée la grande femme qui était enseignante. Et puis j'entends des chuchotements. Je suis rentrée dans la pièce mortuaire. J'entends des chuchotements. Fille de Fafa, la fille de Fafa. J'ai dit ma soeur. Je ne suis pas la fille de Moi, je ne suis pas la. Je suis c'est pas possible. Elle me dit, elle m'a voulu la Nantes. Mais moi, j'étais persuadée, parce que paraissait tellement sérieux et tellement truc. Et après, ça s'est répété le jour d'après, chez un autre neveu à elle, un Benjamin, Ben Fefa. Alors, voilà. Ça, j'étais très, très inquiète. J'étais très inquiète. Ah oui, il y a des fois. Parce que ma maman, c'était une maman extraordinaire. Et me retrouver avec parce qu'elle cachait sa stérilité en fin de compte. Elle cachait sa stérilité. Je pense que c'était ça, comme oui, c'était ce qu'on a expliqué. C'était une maman. Je ne sais pas si c'était elle qui était stérile ou son mari, parce que toujours en rapport. Oui, on téléphone sur la femme. Mais ça devait être ça. Donc on ne dise pas qu'elle était stérile, alors c'était une liberté là, Khadija, puis Nadia. Puis Soaz. Puis moi. Oui. Merci pour sa présentation, Aïcha. Ça fait plaisir de te rencontrer. Moi, c'est déjà elle ou Khadija? Les deux. Tu as deux amis, Khadija.
Moi, c'est. Ma question, elle tourne autour du. Juste le dire. Je l'ai pas lu encore. Donc, quel est le secret de ce titre? Ben, la Pardon, cigogne. quel est le secret de ce titre? Du titre. Ah, je pas encore. Oh, non, on avait plein de cigognes sur le minaret de la mosquée, sur la Donc, c'est pas la peine mairie. que je pose ma question. C'est la même sur la mairie, partout, il y avait D'accord. des arbres, il y avait tout le temps des cigognes. Ouais. Et puis on avait des chansons pour les cigognes, en espagnol, je l'ai écrit en espagnol, ou bien en arabe. On aimait tellement les cigognes que nous chantions. Alors, moi, c'est Tout le monde est intéressant. Village de Page 155. Donc on chantait tout le temps les cigognes. Et puis, comme on savait que c'était des oiseaux voyageurs et qu'elles venaient de loin, donc les oiseaux migrateurs. les oiseaux migrateurs. Et puis à un moment donné, je les ai plus revus, les cigognes à Saïda. Même en Californie, c'est la même chose, on les a perdus. Voilà, on les avait perdus. Mais à un moment donné, elles sont revenues. Maintenant, il y en a rien. La sérénité est revenue dans le pays. Comme les Irlandais. Oui, je me suis imaginé qu'elles avaient des secrets, qu'elles avaient encore des secrets. Alors, maintenant, j'ai la couverture. Oui, c'est très attirant. Hein, J'ai des souvenirs sur le canal parce qu'il y a Darna. Darna, je l'ai vu un peu partout, ça a tiré des larmes. J'ai dit Darna, c'était tout le quartier. Hein. Darna, c'est Darna. Et récemment, même à Paris, même si ils ne comprenaient pas l'arabe, Darna, les gens étaient très très touchés. Tout était dans ce canal qui coulait devant la maison. Le canal coule et ma mémoire se déroule. Oh, c'est Bon, magnifique. j'ai raconté tout ça, c'est écrit ici. La C'est dans le poétesse chapitre qui d'Arna. reprend le dessus. Oui, La ma mémoire poétesse. se déroule. Donc voilà, il y a la mairie, il y a les trucs dans le canal. Sur la cigogne, il y a Mahmoud Ahmed Oui. qui a écrit quelque chose. Mahmoud Ahmed, Dans la oui, dans la critique. Comme, alors, On écoute. il parle de la cigogne, et la cigogne, oiseau migrateur. La cigogne, c'est le symbole aussi de l'oiseau qui revient toujours au bercail, comme notre. C'est un oiseau aussi qui n'installe ses nids que si l'air est pur. Et il prend toujours les hauteurs. Les hauteurs, oui, N'est-ce voilà. pas? Et c'est un oiseau sacré, hein. Voilà. On ne le chasse pas, on ne le frappe pas. Mahmoud Ahmed, il dit dans ce sens que notre autrice Aïcha Bouaddassi, c'est comme la cigogne, elle prend les auteurs dans un nature pour Je pouvoir sais, moi. passer. C'est ce que je voulais. Et il dit cette poésie en arabe. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. Dis-le plus longtemps. Oui, Mahmoud Ahmed. Redis-le. كم منزل يألفه الفتى كم في منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. Ça dirait donc qu'il son premier C'est-à-dire, on a beau faire le tour du monde, et on on revient toujours au Versailles, à notre maison d'âme. Asloka. Voilà, Hanno, parce que c'est ça, parce que les autres. Heureusement. Donc, si je peux continuer, donc c'est un livre plein de messages. Oui. C'est un livre plein de messages, mais il n'y a pas que la nourriture, mais c'est tout un monde là. Donc, parce qu'il y a le secret de la cigogne, donc la cigogne peut-être c'est vous, donc vous avez gardé tellement de secrets qu'un jour, voilà, je dévoile ce que les autres, même les autres membres de ma famille, ont gardé. Donc, la cigogne, comme je disais tout à l'heure, il est vraiment sacré. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais née à Borny. Donc, on avait une cour, il y avait une maison, on habitait une petite maison comme ça. Et puis, en face, il y avait une maison qui est assez haute.
Donc les cigognes, ils venaient, ils rentraient le soir. J'ai gardé beaucoup de souvenirs sur ça. Je suis vraiment amie de lire la cigogne Halim. Donc ils venaient le soir. Moi, je restais dans la cour, dans notre maison, jusqu'à ce que les cigognes reviennent. Voilà. Donc quand les cigognes reviennent, elles rentrent dans leur lit, elles font le caca. Et puis il y a les enfants, leurs petits qui les attendent et tout. Donc ils leur donnaient. Moi je regardais, jamais j'oublie les images-là. Je regardais comment les cigognes ils nourrissaient les petits. Voilà, ils ont ramené. Après, il y avait un petit enfant, un neveu, qui me disait voilà tata, voilà c'est quoi ça. J'étais jeune, hein. Mais il me disait, je lui dis, ils ramènent des cadeaux. Je lui dis, c'est des cadeaux qu'ils ramènent pour leurs enfants, ils ramènent un sachet pour les distribuer. Donc, vous êtes là pour distribuer des cadeaux. Voilà. Je ne veux pas vraiment élargir. Merci, Nadia. Bien. Elle est émue, elle vibre. C'est ta mémoire. Oui. Tu avais une très grande mémoire. Oui. Alors que tu étais timide, tu étais silencieuse. Absolument. Et tu le faisais observer, tu ne parlais pas beaucoup. Et cette mémoire, on la retrouve aussi dans les anecdotes de ton frère quand il parlait des Français, on préférait quand on lisait ce que ton frère disait, vraiment comme on était ensemble, comme si on était ensemble. Voilà. Et puis aussi, Sylbachir, que tu cites dans ton livre, qui était copain avec ton père, et qui est parti avec lui le Hajj. Et tu m'as dit que c'est le grand-père de mon beau-fils. Mais oui, c'est retrouvé ça, c'est le père de la belle-mère à ma fille. C'est le Bachir qu'elle cite dans son livre, et elle me dit, mais c'est Bachir, ta belle-fille est fille de telle. Elle me dit, mais c'est Bachir. C'était l'ami de mon père, il est parti avec lui une Hajj. Je le cite, il était à la mairie, travaillait à la mairie. Très rare les Algériens qui travaillaient à la mairie. Et c'est Bachir, il était connu ça, chez Et puis, cette mémoire, vraiment très mémoire très fraîche. Là, je me dis, comment on peut se rappeler de tous ces détails, tous les détails. Le trajet sur la mosquée, le trajet sur le cimetière, les peurs, les casernes, et tout ce qui se passait dans les foyers, les voisins européens, l'arabes, tout ce qui se passait dans les foyers. C'est vraiment une mémoire très minutieuse, très délicate. C'est pas seulement une autobiographie commune qui se rapporte à une personne, c'est une qui rapporte à une époque, il y a tout un voisinage. On se sent concerné. Oui. C'est pas une histoire seulement, c'est l'histoire des voisins. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, madame. C'est-à-dire, en lisant votre livre, l'autobiographie, il s'agit d'une histoire avec un grand H, mais c'est la parole. Si Adnan Mouré était là, il va parler de subjectivité. Il s'agit de la parole, ici libérée. Oui. Et m'a fait mémoire subjective. voilà. M'a fait C'est-à-dire, au lieu de nous parler de cette histoire qui, il y a 60 ans, on nous raconte la même chose, une histoire confisquée, idéologique, avec beaucoup de masques, monochrome. Vous venez vous raconter votre regard avec plein de couleurs, avec plein de saveurs, c'est-à-dire vous nous avez comme réconciliés avec cette histoire qui séquestrée, ou je ne sais pas, confisquée. Voilà, quand on lit, on se dit, voilà, votre parole est une voix apaisée, sereine, qui raconte et qui réconcilie même les oppositions de religion, de langue, de confession. Ils sont tous là, vivre ensemble dans une Algérie qui peut embrasser tout le monde.
جابها بين الجزائر. Dans ce cadre, vous avez que c'était passé avec des gens, on s'est connu que c'était passé juste en indépendance. À l'indépendance, bon, il y a des Français au niveau assez élevé, ils sont partis avant 1958 et 59, je pense qu'ils ont dû comprendre que le pays allait changer pour eux, que ça allait être l'indépendance, ils sont partis, les gens lettrés, etc. Il restait tous les autres, les Espagnols et tout ça, à l'indépendance, le grand départ, ils sont tous partis. Ils sont tous partis à l'indépendance. Quelles sont les motivations? Leurs motivations? Ils avaient peur. Ils avaient peur de tuer par les balles. Uniquement la peur? Oui, je pense que c'était uniquement la peur. La peur de ne pas retrouver leur ancienne vie calme, riche dans le sens, pas dans le sens pécuniaire. Oui, c'était ça. Ils ont eu peur des représailles. Non. Et qu'est-ce que c'est? Écoutons ça, s'il vous plaît. Je sais que j'ai une amie, une camarade, voisine et tout ça qui sont en Italie maintenant. Alors, elle m'a invité chez elle, c'était 40 ans après 62. Donc elle était d'une émotion, elle était très émue et tout ça. Et elle me disait, mais tu sais que c'est ton frère? Moi je ne savais pas, j'étais à l'école normale à ce moment-là, donc j'étais à. Elle me disait, mais tu sais que c'est ton frère qui a conduit ma mère et mon père au port d'Oran? Tu sais que c'est ton père? C'était la moindre des choses, ils avaient peur, il les a accompagnés, donc il avait une voiture. Elle m'a dit, tu sais, moi je ne savais pas. Il les a accompagnés au port. Oui. Oui, c'est soit après. Moi, j'ai lu le livre, j'ai beaucoup aimé. On s'attache aux gens. Vraiment, c'est. Vous décrivez puis on s'attache aux gens. Et surtout, moi, c'est une douceur de vie. D'ailleurs, même quand vous parlez, il y a cette douceur. Oui, parce qu'il est doux. Et ma question, c'est, on a du mal à penser que la période, c'est juste avant la guerre, qu'il y avait un feu qui couvait. Et quand j'ai entendu en 2 mois, est-ce que vous aviez conscience de la douceur, mais vous voulez garder le regard de la petite fille, ou là c'est sorti comme ça, et après vous avez trouvé. Oui. Je voulais, est-ce que vous voulez garder le regard, est-ce que vous étiez conscient de vouloir garder le regard de l'enfant? Est-ce que c'est... Je ne sais pas si j'ai réfléchi à tout cela. J'avais besoin d'écrire une période révolue pour c'est un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas seulement les Algériens, je pensais aussi aux petits des Français. Maintenant, je connais beaucoup d'appelés Français qui regrettent énormément tout ce qui s'était fait et qui essayent aussi d'écrire leurs impressions et tout ça. Donc je voulais aussi que ces jeunes Français sachent qu'est-ce que c'était l'Algérie, parce qu'on a déjà raconté tellement de choses. Bon, pas de la part de ces appelés-là, mais de la part des pieds noirs. Parce qu'il y a des pieds noirs que j'ai rencontrés qui sont restés de haine et qui veulent que l'Algérie restitue leur fortune, restitue aussi. Je voulais montrer aux jeunes Français que voilà, l'Algérie, c'était ça aussi. C'était une entente entre des communautés différentes, et une entente sincère, une entente en dehors de la haine. Parce que j'ai raconté un peu aussi au Oran, parce que comme j'ai vécu à Oran, ma soeur elle a vécu au Oran, elle a pérégriné elle aussi. Elle a vécu les 2 tours de Gambetta. Oui. Elles ont été construites. Elles venaient d'être construites. La fontaine, elles sont bleues et blanches. La fontaine. Elle se faisait en face. La falaise. Ma soeur habitait là-bas, il n'y avait que une femme, la femme de Sabri, je crois.
Ahmed Sabah. Et elle, comme comme on disait, sinon tout le reste c'était des pieds noirs. Et puis on entendait tout le temps les casseroles. Quand je sortais chez elle le samedi soir, c'était des casseroles algériennes, françaises. Elle a fini par partir, bien sûr, parce qu'elle a eu peur, elle est partie à Tirigo. On est à Tirigo, dans le quartier populaire, dans Haouch, j'ai habité là. Oui, oui, pardon. Est-ce que vous avez fait le droit en anglais d'après? Le droit? Oui, vous avez fait l'université Le en anglais. droit d'abord ici, à Alger. Alger. Alger de 4 années. Donc. Et après, quand on a été dans le cadre diplomatique aux Pays-Bas, il y avait une grande école de droit qui s'appelait, cette ville s'appelait Leiden. Sinon, j'étais à La Haye où il y avait l'académie de droit. Vous avez fait le droit en français ou bien en anglais? Je l'ai fait en français. Et en Hollande, on m'a détaché un professeur qui parlait français. Pour vous dire. J'étais la seule étudiante qui ne parlait pas le néerlandais, qui était difficile. Et donc, elle venait même à la maison. Vous avez côtoyé le TGOI? Oui, on le connaissait bien, monsieur. C'était l'époque. Il était juge à l'époque. Et moi, je fréquentais beaucoup la bibliothèque de l'académie. Et j'ai suivi 3 années de suite les cours d'été de droit international. Avec de grands professeurs de droit. Donc 3 années de suite, j'ai suivi ces sessions. J'ai fait le droit humanitaire aussi. Il y a des séminaires de droit humanitaire à l'Institut français de La Haye. Je les ai suivis aussi. Vous avez fait la diplomatie? C'était pas moi la diplomate, c'était mon époux qui était diplomate. Mais moi, j'étais l'épouse, mais je faisais comme si j'étais le diplomate. D'ailleurs, on me disait, mais c'est vraiment incroyable, les professeurs là, de droit un Autrichien, un grand professeur de droit, il me disait, et un autre Tunisien qui me disait, mais on n'a pas l'habitude de voir des épouses de diplomates. Moi, je voulais utiliser mon temps, je ne voulais pas faire que de la popote, que de trucs. Donc, je réservais mon temps libre à des choses comme ça. Ah oui, surtout le droit humanitaire. Alors, le droit avant, c'était le droit pénal. J'aimais beaucoup le droit pénal. J'avais entamé mon diplôme de criminologie et il y avait un laboratoire de police qui allait ouvrir au ministère de l'Intérieur. Il y avait des spécialistes. Après, on m'avait demandé, j'étais très tentée de faire partie de ce personnel du laboratoire de police criminelle. Mais notre mission m'attendait à Saïda, moi je fonctionne par le cœur. Il y avait un grand médecin, un directeur de la santé qui était paraplégique. Il m'avait dit, tu viens m'aider parce que je suis partie. Docteur Moulet, je suis partie à Saïda et j'ai abandonné Docteur Moulet. J'ai abandonné le laboratoire de police, j'ai tout abandonné. Merci, voilà. Ah oui, monsieur. J'aimerais poser une question beaucoup plus large. Vous avez vécu la période coloniale et la période post-coloniale. Mais comparé aux années 70, les années du volontariat, c'était de personnes. C'est pas la production, vous entendez. Après les années 70, je vous ai passé à un autre livre. C'est meilleur. Ouais. Culture, l'activité. Entre les pièces de théâtre, la rue Mogador. Il y avait des professeurs français. À l'école de l'Œil, il y avait des professeurs de français qui étaient complètement avec nous. La cinémathèque. Ah, c'était avec les années d'or. Les années d'or, les années 60. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez encore en tête quelque chose que vous aimeriez encore apprendre? Vous avez arrêté votre curiosité intellectuelle. Est-ce que vous êtes sur notre voie? Ça a été arrêté à cause de difficultés matérielles. J'ai dû. Son roman, la suite. Oui. Je dois écrire encore. D'accord. D'accord. Non, mais j'ai plein de les formations, les formations. En fait, j'ai fait documentaliste, j'ai fait tout ce que j'ai. Jusqu'à rapport au Vous n'avez plus en tête autre chose à faire encore? J'ai plein de choses. Moi, je voulais être grand reporter. Et après, quand je voulais m'inscrire à cette première école de journalisme, alors mon inspecteur d'académie à Saïda, M. Chaouch, alors il s'est emporté, Gali, oh, vous laissez ce métier, vous allez être écrivain.
Il est très vaillant. Hein? Alors, j'ai une blonde. Non, je voulais faire grand reporter. Je voulais me promener, voyager comme la cigogne, et puis écrire. Pour moi, vous êtes un modèle. Je suis très heureuse de vous avoir rencontré. Vraiment, hein? Merci. Vous êtes un modèle. Est-ce qu'il peut y avoir une suite à ce livre? Oui, il y aura une suite. Déjà, il y en a sur. Je dois, mais alors, pour la, et à Cayenne, je dois c'est écrire, c'est l'insoumis. Insoumise. C'est mon père, donc leur faire le. Insoumise. Oui, j'ai plein de choses dans qui ne sont pas publiées. Parce que j'ai traversé une mauvaise période d'incertitude matérielle. J'avais des enfants à élever, tout ça, c'était très lourd à porter. Très, très lourd à porter. Maintenant, ça y est, je me réveille. Mais il me faut beaucoup d'argent pour aller à Cayenne. J'essaie d'avoir une bourse, j'essaie d'avoir un travail. Je peux travailler encore. Pour aller sur les lieux, pour enseigner, faire des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre, tout ce que j'aime, mais je n'arrive pas à trouver encore la personne qui m'ensuite, la personne compatissante. Le ministère de la Culture ne peut pas vous aider? Je vais leur écrire encore, parce que des projets lignes de la culture. J'ai écrit à la France, mais la France ne m'a pas répondu. J'ai écrit à la culture. Ils n'ont pas dû arriver aussi au personnel intéressé. Je détourne un peu, je suis algérienne, c'est de la mauvaise histoire. C'est Vous avez fait Francfort. Il y a le plus salon du livre, le plus grand salon du livre à Francfort. J'ai habité à Francfort pendant 16 ans. Et pendant 16 ans, j'allais à la foire du livre parce que j'étais proche du milieu de la foire. Et je visitais la foire tout le temps et j'ai monté des choses à la foire. Et ils vont m'inviter. Ils m'ont invité l'année dernière et ils vont m'inviter encore. On dit que Francfort, c'était le plus grand C'était salon. le premier salon international. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Je reviens d'ici là. C'est quelque chose d'inimaginable. On roule pour aller de pavillon en pavillon, mettre à la disposition des petits véhicules. Je voudrais. Ah oui. Enfin, c'est pas une question. Enfin, vous voulez parler. Moi, c'est un hommage poétique à cet insoumis dont vous parlez, à votre papa, Mohamed Ma'asakri. Mohamed Ma'asakri, qui a passé 15 ans de sa vie au bagne de Cayenne. Alors, c'est un poème qui n'est pas de moi. C'est un poète oranais. الشيخ الهاشمي بن سمير الشيخ الهاشمي بن سمير qui est en plein flonflon du centenaire, a écrit un poème sur les bagnards de Cayenne, qui lui a valu bien des embarras, bien des ennuis avec l'administration française. Je ne vais pas vous lire tout le poème, mais juste quelques. Voilà. لو كان بكيتي بطال رفدوهم في بابو بيدق الموت عليهم الصور برقفل وتعم الدعمات هايطانا سمسم سليم يتمشوا بالكوف بيدق الموت هايطانا سمسم سليم يتمشوا بالكوف بيدق الموت جبار المحجبينهم قوم الحساد لو كان بكيتي بطال تلقى هذا جمهور بيدق المور يمشوا حنفية قبال الهدا والحساد راني مكوي مفراقهم بيدق المور فوالا هاشمي بن سمير Parodie de la semaine dernière, c'était parodie.
Je voudrais... Salima, tu Oui, alors, mes chers amis, qui veut poser une question, c'est Abdelkader. Khadija Tani. Et puis Khadija. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos de la coexistence entre les communautés. Oui. C'est une chose importante parce que ce que vous avez vécu a été vécu différemment ailleurs. D'ailleurs, dans la sociologie du pays colonisé, il y avait le quartier arabe et le quartier européen. D'accord? Très bien. Et je cite, puisqu'on parle de fiction, je cite Saïd Hadid, qui lui aussi est de Saïda. Il a écrit une fiction, un roman sur c'était une amitié entre lui et un juif. Cette amitié a duré jusqu'au déclenchement de la Révolution. Chacun a pris une direction en fonction de ses origines, de ses intérêts, etc. Donc, il y avait à cette époque-là, effectivement, une coexistence, mais qui était, j'allais dire, superficielle. C'est-à-dire que on existait ensemble parce qu'on n'avait pas le choix, y compris avec la communauté juive d'Algérie qui était plus intégrée que les Européens. Voilà. Je voulais faire cette remarque. Ensuite, je voudrais exprimer, peut-être au nom de tous, notre satisfaction. Et lorsque vous avez été l'année dernière, je crois, à l'occasion du Festival du cinéma féminin, à Karmouk Al Saïda, on a été très contents. Ah, c'est gentil. Voilà, on a été très contents. Je me suis dit, au moins, Saïda est reconnaissante à l'une de ses filles. Oui. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Khadija, oui. Alors, moi, je trouve que dans ce livre, on trouve des éléments de sociologie de la société algérienne. Très importants éléments de sociologie. Et dans l'essai sur Amrouche, Fatma Amrouche, la même chose, aussi des éléments de la société algérienne. Et j'aurais aimé aussi, j'aimerais que Aïcha vous présentera la prochaine fois son essai sur Tams Amrouche que j'ai lu, mais qui était introuvable pour des raisons de... Voilà. De commercialisation. Non, pas de commercialisation. Non, c'était beaucoup plus. C'est autre chose. Voilà. Politique. Alors, c'est l'élément politique. Alors, parce qu'il était introuvable, je cherchais à Alger, ça fait 4 ans que je le cherchais à Alger, Alger, ni Oran, même le site à Je l'ai aussi. Tu l'as, sur les quelques exemplaires que j'avais, c'est bien vendu. Et puis je l'ai emmené aussi, je voulais voir, tu sais, Oui, on s'est rencontrés là-bas. J'ai déposé le... Oui, au centre de Kalima. Oui, j'ai c'est là-bas déposé qu'on m'a prêté une place, c'est tout. Non, je sais. Je veux te dire qu'après que je t'ai vu, j'ai déposé un exemplaire de mon essai chez la copine. Hind, chez Hind. Oui. Hind, parce que Hind, elle travaille avec le Kalima, mais elle a une édition. Oui. C'est l'édition Les Rives. C'est elle qui m'a édité. J'ai donné à cette personne voilà, le livre. C'est Fatma Amrouche. Il vient d'être traduit en français. Traduit. Le deuxième. Non, c'est le livre de Fatma. Voilà, l'histoire de ma vie. Non, mon essai, on m'a écarté. Je sais pourquoi. De toute façon, j'ai rencontré l'éditeur il y a quelques mois. Et il a été aussi malheureux que moi. Et on m'a dit qu'il y avait des lobbies. De toute façon, qui décident est-ce que ce livre va passer ou pas. Oui, il y a des clans, il y a des clans. Comment? C'est Tirage de Bougie.
Il vient d'être. Il a reçu une médaille de la ministre de la Culture. Votre livre m'a été offert par un ami commun, Qasim Hadjadj. De Qasim Hajjaj. Hadjadj qui m'a offert. Le cinéaste de. قال لي راه تقرا تاع البلاد. Ah oui, comme ça, c'est très bien. Je ne sais pas, il m'a dit quelque chose, mais comme il ne le dit pas encore, à propos de ce livre-là, Qasim Il l'a offert. il est venu Il l'acheter était à aussi là, cette librairie Tiers-Monde. Tu l'as vu aussi là? Je l'ai pas vu. Oui, il était aussi là, d'après ce que j'ai dit. Oui. Il m'a dit quelque chose à propos de ce livre, et s'il le réalise, c'est formidable. Oui. Il y a une question. Justement, il projette de réaliser un Pinocchio. Il y a encore une autre personne qui a. Ah ben, écoutez, si personne n'a une question, on laisse Aïcha Bouabbassi fermer, clôturer. Vous dites après les dédicaces. Et après, on passe à l'autre. D'accord? Vous dites. Jeudi. Vous dites. Is it a take? I take it. Oui, enfin, je vous dis d'abord ma joie d'être parmi vous. Je disais que c'était la première fois que je venais à Oran, et c'est pas normal. Je suis une ville de, n'est-ce pas, une fille de cette région. J'ai vécu là. C'est pas normal. On me connaît beaucoup à Alger, beaucoup à Alger. Et là, non. Et dans l'Est non plus. Enfin, on m'invitait beaucoup en Kabylie. Hein. Je faisais partie du festival Raconta. Et j'appréciais, on m'appréciait. C'est vrai. Et à Oran, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est la première fois. C'est pas normal. Voilà, je suis très contente de être avec vous. Et je suis. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'espère avoir d'autres occasions. Voilà. Mais pour ça, je suis contente parce qu'il y a des jeunes maintenant qui ont émergé. Et je sais que l'un des jeunes qui a émergé, il était aussi là la dernière fois. Ça fait 2 fois qu'il a pris du Qatar. Et puis chaque fois qu'il me voit, il m'embrasse, il me dit mais c'est elle, c'est elle. Et c'est vrai que sans avoir rien fait d'énorme, quand j'ai dirigé le café littéraire, donc j'ai donné ce goût aux jeunes, femmes et hommes, d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir vers des clubs de lecture. Celui qui faisait du théâtre, il s'est commencé, et il écrit maintenant. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est lui, celui qui était honoré au Qatar, c'est un autre, Gouri, Mustafa Gouri, il fait des choses merveilleuses. Je suis très contente pour ça. Oui. Et vous êtes une poétesse d'abord. Oui, je suis d'abord une poétesse et toujours. Après ça, dans ce livre-là, on a beaucoup détecté de la poésie. Le style est poétique, il y a des images. Je vous dis, je parle comme ma mère. Et cette écriture algérienne, je crois qu'elle est unique. Il n'y a que parmi les femmes algériennes où on trouve et la lecture, le texte, et tout de suite après, un petit poème ou un Robert. Je ne sais pas, c'est nous des Algériens. Oui, c'est vous d'abord, madame. Merci. Merci à vous. Merci d'être venue. Alors, je vous remercie pour votre présence, votre écoute, l'échange. Nous remercions Aïcha Bouabbassi, Aïcha l'heureuse de Saïda. Et bien sûr, nous l'attendons la prochaine fois. Son livre, voilà, c'est la première fois et ça sera sûrement pas la dernière. C'est le début. C'est le début. Vous l'avez écrit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous participez À notre atelier. Ah oui, Je viens. c'est mercredi prochain. C'est la prochaine. Déjà. C'est le 9.